On nous le répète tous les jours, le réchauffement climatique menace notre planète. Et si certains espèrent que le salut se trouve ailleurs, dans une autre galaxie, ils risquent d'être déçus en voyant ce soir « Et si la Terre était unique ?» documentaire diffusé à 21h sur France 5. Car la Terre est un miracle cosmique, né grâce à une série de hasards et de coïncidences il y a plus de 4 milliards d'années. De nombreux astronomes, des biochimistes, des astrophysiciens ont cherché et cherchent encore aux confins de l'espace un Éden semblable au nôtre, où il a fallu un nombre incalculable de paramètres afin que la vie y apparaisse, et d'en arriver à cette conclusion sous forme de question. Et si la Terre était unique? Bonjour Laurent Lichtenstein. Faut que j'arrive. Bonjour Philippe. Faut pas que j'écorche votre nom. Vous êtes l'auteur de Si la Terre était unique, après avoir réalisé de très nombreux documentaires, dont On a marché sur Mars, c'était en 2019, Destination Lune, ou encore Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Depuis le temps que cette question semble vous tarauder, quelle réponse avez-vous obtenue, si tant est que vous ayez obtenu des réponses? Eh bien, tentez non, je n'ai pas obtenu de réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Je crois même que quelqu'un qui dirait oui, il y a de la vie ailleurs dans l'univers, non, il n'y a pas de vie ailleurs dans l'univers, serait à la limite de la fumisterie. Mais ce que nous avons fait, en fait, dans notre documentaire, Et si la Terre était unique, c'est d'inverser la perspective et tenter d'ébaucher des réponses à cette question d'une nouvelle manière. L'eau est un élément essentiel pour la vie, j'apprends rien à personne, et on apprend grâce à vous que les volcans sont pour beaucoup dans l'apparition de l'eau sur Terre grâce aux vapeurs dégagées au cours d'innombrables éruptions, mais surtout, on apprend que les océans se sont formés grâce à une météo déplorable. Il y a 4,4 milliards d'années, grâce au panache des volcans, le ciel de la Terre change. Il se charge de nuages. Et bientôt, des pluies diluviennes s'abattent à la surface. Il pleut pendant des millions d'années. Les premiers océans se forment, mais à peine nés, ils risquent de se volatiliser. Il a donc plu pendant des millions d'années. Question, comment apprend-on ce genre d'informations? Comment vous avez travaillé? Comment les chercheurs peuvent-ils savoir? Eh bien, on a travaillé avec des grands esprits scientifiques dont la science française regorge, des gens, des planétologues comme François Forget, par exemple. Et en fait, en examinant les roches, on a retrouvé des traces de gouttes de pluie à la surface de roches. Et en datant ces roches, on arrive à savoir qu'il a plu pendant très très longtemps. Oui. Il y a différents procédés qui ont permis de savoir qu'effectivement, il a plu pendant très longtemps, c'est-à-dire que la météo sur Terre était vraiment pourrie pendant longtemps. Je pense à Laurent Cabrol, des millions d'années de pluie. Ça lui fait du boulot en même temps. Alors, pour illustrer vos propos, vous êtes allé tourner au Mexique, vous observez là-bas les volcans, la végétation, la faune animale, les roches. Pourquoi le Mexique? Moi, je croyais que c'était l'Afrique, le berceau de l'humanité. Oui, alors, on n'a pas cherché forcément le berceau de l'humanité, on a été quelque part... Vous avez cherché le moins cher? Non, le Mexique est quand même un endroit qui est assez compliqué pour y aller, et puis... mais en fait, ce qui nous intéressait, nous, c'est pas forcément, vous avez raison, l'Afrique, la vallée de l'Omo, par exemple, c'est le berceau de l'humanité. Mais nous, en fait, on est remonté beaucoup plus loin. Parce que l'humanité, elle a quel âge, à votre avis? Elle a quel âge, l'humanité? J'ai toujours peur. En millions, en milliards, je me trompe toujours. Mais vous êtes remonté avant. Vous êtes remonté au premier biosystème. Voilà, c'est ça. L'humanité, c'est 400 000 ans. Nous, on est remonté beaucoup plus loin. On est remonté jusqu'à 4 milliards d'années pour essayer de comprendre comment la vie était apparue sur Terre. Quand vous évoquez l'apparition d'êtres vivants, vous filmez des éléphants, des serpents, des singes, un peu comme vous sautiez beaucoup d'étapes. Pourquoi vous n'avez pas montré des images, parce que j'imagine que c'est un choix, même des images de synthèse, de dinosaures ou de diplodocus? Eh bien, c'est pareil. Les dinosaures et les diplodocus, il y a un biais un petit peu dans notre manière de réfléchir. Les dinosaures et les diplodocus, vous l'avez dit tout à l'heure, on mélange les millions, les milliards, on a du mal avec même les centaines de milliers. Et finalement, les diplodocus, les dinosaures, c'est relativement récent. C'est quelques 80 millions d'années, 100 millions d'années. Nous, on réfléchit à 4 milliards d'années. La vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années. En même temps que l'eau. Enfin, à la suite de l'eau. Voilà, exactement. Les deux se sont enchaînés puisque l'eau est une condition indispensable pour que la vie apparaisse. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette histoire de l'eau? Eh bien, l'eau, en fait, nous raconte l'histoire de la vie sur Terre. Pour une fois, les scientifiques sont d'accord. Alors profitons-en, puisqu'ils sont quand même assez rarement d'accord. Ils sont d'accord pour dire l'eau est essentielle pour que la vie apparaisse sur Terre. Je ne sais pas si quand vous étiez enfant, vous jouiez au Lego, par exemple. Évidemment, oui. Vous jouiez au Lego. Oui. Eh bien, par exemple, si vous êtes dans votre bain, vous rappelez-vous, vous aviez 4-5 ans, vous étiez dans votre baignoire, vous jouez au Lego, vous avez des briques bleues, vertes, rouges. Eh bien, elles flottent
flotte devant vous et vous pouvez les prendre et les assembler. Eh bien la vie, c'est exactement ça. Quand ça commence, c'est des petites molécules qui s'assemblent, c'est un jeu de construction et ça devient des grosses molécules, ça devient des protéines qui après peuvent donner l'ADN. Par contre, si pendant l'été, vous étiez par exemple à Trouville et qu'il y avait du sable, et là, vous avez les mêmes briques de Lego, eh bien le sable résiste, il vous empêche d'assembler les briques élémentaires de votre Lego, et en l'occurrence les briques élémentaires de la vie. Donc l'eau permet aux molécules de flotter et donc d'être libres et de s'assembler. Donc de l'eau liquide est essentielle pour que la vie apparaisse. Alors on sait que les dinosaures ont disparu à la suite de la chute d'une météorite il y a 65 millions d'années. Phénomène moins connu que vous racontez, la Terre a été heurtée par une autre planète, un impacteur comme on dit, Theia, il y a des milliards d'années. Or, cet impacteur avait la taille de Mars. Question toute bête, comment se fait-il que la Terre n'ait pas été totalement détruite ? Eh bien c'est juste du bol. On a eu un coup de bol. Et en fait, là, vraiment, c'est aussi la philosophie, le message qui est dans notre documentaire, c'est que nous sommes tous les enfants du bol. Nous avons eu beaucoup de chance. Pour que la vie puisse apparaître sur Terre, il a fallu qu'il y ait un enchaînement incroyable de hasards et de coïncidences et de catastrophes bénéfiques. Parce que Theia, elle nous a percuté juste avec le bon angle. Si Theia nous avait percuté plus de face, la Terre aurait été vaporisée et nous ne serions pas là. Si la trajectoire avait été un tout petit peu plus rasante au moment de l'impact, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, Theia aurait rebondi et serait partie. Et qu'est-ce qu'on aurait perdu dans tout ça ? La Lune ? Exactement, Philippe. Nous n'aurions pas la Lune. Or, la Lune fait partie de tous ces paramètres qui semblent essentiels pour que la vie apparaisse sur Terre, puisque la Lune permet les marées, donc le brassage, l'oxygénation des océans. Et puis, la Lune a permis aussi la stabilisation de la Terre. Quand on regarde Mars, c'est le foutoir. Eh bien, le pôle de Mars se balade sans arrêt, alors que sur Terre, la Terre est verrouillée par la Lune et le climat reste constant. Vous savez quoi ? Vous êtes aussi passionnant que votre documentaire. Vous restez Merci, avec nous, Philippe. Laurent Lichtenstein avec nous, réalisateur du documentaire Et si la Terre était unique. Nous parlions de la Lune. J'ai découvert aussi grâce à vous que la Lune s'éloigne. Bah oui, on est en train de la perdre. Bon, 3 cm par an, ça semble pas énorme, mais au fil du temps, bah oui, à un moment, on n'aura plus de Lune et peut-être que ça va aussi contribuer à changer le climat sur Terre dans quelques millions d'années. Dans quelques millions d'années. Oui, rassurez-vous. On sera plus là, ni vous ni moi. Alors on peut dire que Mars a eu moins de chance que sa grande sœur la Terre. Elle avait comme chez nous des volcans qui ont généré des vapeurs d'eau comme chez nous. Mais Mars n'a pas bénéficié des 1001 paramètres qu'on fait que la Terre a pu générer de la vie. Il n'empêche que le fantasme d'une vie extraterrestre, des Martiens, a perduré pendant des décennies. Et puis, le jour où on a pu envoyer des robots sur la planète rouge pour assouvir une croyance populaire, et là, c'est le drame. Parce que l'homme était convaincu depuis plusieurs siècles qu'il y a de la vie partout dans l'univers, il y en a partout dans le système solaire, et les gens ont souvent pensé que Mars était la plus favorable pour avoir abrité les conditions du vivant. Et il a fallu plusieurs échecs dans ces expériences-là pour que les gens réalisent que finalement, cette idée qu'il y a de la vie partout, eh bien cette idée-là a fait long feu. C'est très récemment que les missions spatiales ont montré que c'est une toute autre approche que l'on doit avoir avec les missions, avec la planète Mars. Les prochaines missions d'exploration de Mars ne vont plus chercher une vie actuelle, mais plutôt les traces d'une vie passée. C'est le but de l'ambitieuse mission européenne ExoMars et de son laboratoire mobile. Et vous-même, vous avez été déçu par ces révélations. Est-ce que ça a brisé vos rêves d'enfant ? On n'imagine pas que vous n'ayez pas cru aux extraterrestres, aux petits hommes verts et aux martiens quand Oui, vous étiez minot. C'est vrai, je le confesse, Philippe, j'étais fanat de SF, j'ai été bercé par Isaac Asimov et Ray Bradbury quand j'étais gamin. Mais non, mais Mars, en fait, c'est vraiment la planète qui a mal tourné et qui résume très bien, en fait, le changement de paradigme, le changement de notre regard sur la vie extraterrestre. Ça a commencé avec Schiaparelli, c'était au 18e, 19e siècle, et il y avait une erreur optique dans les télescopes qui faisait qu'on voyait des canaux sur Mars. Ouais. Et en 67, quand les premières sondes en orbite autour de Mars ont commencé à nous envoyer des images, là, ça a été la douche froide. Ça a été une déception monumentale. Il n'y avait rien, alors qu'on s'attendait à avoir des petits martiens qui allaient nous faire coucou à la sonde en orbite. Et les canaux, c'était quoi ? C'est des phénomènes naturels en ligne droite ? Absolument pas. C'était même une erreur optique. C'était un problème dans les lentilles. Les lentilles optiques, pas les lentilles qui se mangent. Il est dit dans votre film que Jupiter aurait dû être dans le système solaire à la place de la Terre. Oui. Mais que Saturne l'en a empêché à cause d'un jeu gravitationnel un peu compliqué, mais qu'on arrive quand même à comprendre. Est-ce que vous nous aidez à comprendre ce phénomène ? Et est-ce que ça veut surtout dire qu'on aurait dû
naître ici, sur Jupiter, avec ce studio? Eh ben, en fait, je pense qu'on ne serait quasiment pas né, en fait, parce que sur Jupiter, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à trouver un endroit qui soit confortable et habitable. Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 2000 et qui nous a aidé à comprendre l'histoire complexe du système solaire. Et là encore, c'est une histoire où on a eu un coup de bol monumental, puisque Jupiter, la méchante au début du système solaire, a commencé à tomber en spirale, à dériver, à venir à l'intérieur du système solaire et à menacer notre emplacement. Il faut imaginer une énorme boule, comme une énorme boule de neige qui roule et qui amasse, qui avale toute la matière sur son trajet. Et en fait, Jupiter, ce qui allait devenir Jupiter, s'est rapproché de la Terre, est arrivé à la hauteur de Mars, a commencé à agglomérer plein de matière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mars est aussi petite, puisque Mars fait 1/10 de la masse terrestre. C'est parce que Jupiter l'a grignoté. Et Saturne est arrivé et a donné un coup de pied dans les fesses de Jupiter et a fait sortir Jupiter de son orbite. Et du coup, la Terre a pu continuer à grandir et à préparer un habitat dans lequel un jour il y aurait un studio bleu et un Philippe Vandel. Vous en parlez de ces planètes comme si elles étaient vivantes. Vous avez une formation de scientifique, vous avez quelle formation? En fait, j'ai commencé, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, et puis j'ai fait des études scientifiques. J'ai étudié de la biologie avant de mal tourner, commencer à faire de la radio libre, puis de la télévision. D'accord, mais vous savez que les planètes n'ont pas de fesses dans lesquelles on peut mettre des coups de pied. J'en suis pas sûr, Philippe. Voilà. De quoi vous êtes sûr? Je vais vous dire le sens de ma question. Ce qui est à la fois formidable et déconcertant dans votre documentaire, et si la Terre était unique, c'est cette propension à déclarer de façon quasi certaine des faits scientifiques, tout en tempérant tous ses propos avec du conditionnel et des peut-être petites compilations. Beaucoup, notamment de scientifiques, partent du principe que si on a de l'eau, de la matière organique et un petit peu d'énergie, ça peut être des conditions suffisantes pour obtenir l'émergence de vie quelque part, ou avoir la vie. Et ça, je pense que c'est faux. Pour passer de l'inerte au vivant, il faut un ensemble de conditions environnementales spécifiques que nous commençons tout juste à entrevoir. Il y a 4 milliards d'années, la chimie de la vie a peut-être commencé dans de petites flaques balayées par le ressac. Beaucoup d'hypothèses sur la formation, les origines de la vie suggèrent cette idée-là. On avait des marées qui ont permis aux molécules organiques de se rassembler pour peut-être démarrer la vie. Beaucoup d'hypothèses donc, et c'est bien normal, doute méthodique. De quoi vous êtes certain vous-même? Oui, toujours avec les scientifiques, c'est un espèce de jeu de chat et de la souris, parce que à la fois il y a une nécessité de faire des documentaires qui soient exacts, en tous les cas à ce que nous savons à l'heure actuelle, puisque la science se remet toujours en question. C'est ça qui est intéressant dans la science, et qui peut même être un petit peu déceptif pour le grand public qui s'attend à avoir des réponses. La science ne donne pas des réponses. Je pense d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, il faut se méfier des gens qui nous donnent des réponses catégoriques. La science nous suggère des hypothèses, elle nous donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure, et je pense qu'il faut saisir ces clés et lutter quelque part contre les brumes, le brouillard dans lequel nous semblons nous enfoncer. Ça allait être ma question. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer avec ce documentaire? Eh bien, le message, ce serait peut-être que nous sommes les enfants du hasard, les enfants de la chance, et que ça ne s'est probablement pas reproduit ailleurs à l'identique. Je laisse les téléspectateurs découvrir la fin du film, je ne vais pas la raconter, puisque nous avons essayé de vraiment raconter une grande histoire, je ne vais donc pas la déflorer. Mais s'il y a un message dans le film, c'est qu'il n'y a pas de planète B. Dans les années 80, on pensait qu'on ne pouvait cramer notre planète et que nous trouverions forcément une planète vers laquelle émigrer. Et non, je vous interromps. On pensait qu'on pouvait une autre dans des centaines de milliers d'années. Mais vous dites même pas en rêve. Non, c'est peu probable. Et je pense que l'écosystème merveilleux dans lequel nous évoluons, l'écosystème dont nous avons hérité, nous devons en prendre soin et éviter de le saloper, parce qu'il n'existe pas d'autres écosystèmes. Par exemple, il y a une petite grenouille qui est en train de disparaître, une magnifique petite grenouille bleue qui mesure 3 cm. Vous allez me dire, voilà, une grenouille bleue, on s'en fout un petit peu, elle peut disparaître, je la croise pas tous les matins et je la verrai probablement jamais. Donc je continue à rouler avec mon SUV, mais non, en fait, cette grenouille bleue, non seulement elle a peut-être un rôle dans l'écosystème terrestre que nous ne comprenons pas, mais même nous avons une espèce de responsabilité. Si ça se trouve, cette grenouille bleue, eh bien, c'est la seule grenouille bleue qui existe dans l'univers. Donc, nous sommes responsables, quelque part, de l'écosystème qui existe sur notre planète, et prenons-en soin. Merci beaucoup, Laurent Lichtenstein. Je rappelle le titre de votre film, La Terre est-elle unique? C'est une question. C'est ce soir à 20h50 sur France 2. Et nous, on aime bien Ici ce qui est bleu. Merci d'avoir été avec nous.